Et par les États-Unis d'Amérique, le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Les États-Unis s'appuient principalement sur la situation du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour prendre ces décisions. Et du coup, on se pose la question de savoir si, de ce côté-là, effectivement, on pourra tenir les élections au mois de février. Bien plus, on va essayer de comprendre le rôle que jouent les Nations Unies, voire la communauté internationale par rapport à cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour ce faire, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, nous avons fait venir des internationalistes, des hommes politiques et même également des journalistes pour nous permettre mieux de décrypter cela. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite maintenant, le débrief, on va recevoir les panélistes. On commence par un activateur politique, je crois il faut... L'activateur politique, Monsieur François Bikoro, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Bouba Gomna, c'est toujours un plaisir, un honneur, mais surtout un grand défi de se retrouver ici à la première semaine du mois de janvier de l'an 2020 comme invité prestige et privilège pour parler des choses de la nation camerounaise. Alors, c'est la deuxième fois que je vous reçois, pas sur le plateau de débrief, mais Canal Presse. Chaque fois, quand je vous reçois, le téléspectateur me pose la question, l'activateur politique, c'est quoi? À quoi consiste le rôle d'un activateur politique sur la scène? Nous en parlerons tout à l'heure. Dans un monde qui se veut intégré, la plupart du temps, les acteurs et les actants tendent à oublier au fil du temps le rôle que chacun doit jouer pour permettre la manifestation du vivre ensemble, qui donc le monde appelle depuis ses voeux, tant au plan de la communauté internationale qu'au plan de la communauté nationale. Il faut donc des individus qui fassent un repli sur eux, un don de soi à la nation, à la communauté internationale, pour rester comme ce muezzin qui rappelle simplement l'heure de la prière, comme les trois couleurs orange, jaune et verte qui se trouvent à tous les carrefours des routes modernes et qui rappellent que le vert c'est qu'on est en train de passer, l'orange c'est qu'on est près de dépasser la limite et le rouge que tout le monde s'arrête. Il faut bien que quelqu'un joue ce rôle sans avoir un intérêt particulier. La deuxième chose c'est que cette personne doit être une personne honnête envers elle-même, qui soit identifiée, identifiable, de telle manière que lorsqu'elle donne un point de vue, que l'on ne sache pas nécessairement quel est son intérêt caché. L'activateur politique est donc pas le pasteur, c'est pas le professeur d'université, c'est pas l'enseignant, c'est pas le cuisinier, c'est la plaque qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, et voilà ce que vous allez exactement trouver. Merci, je crois que les téléspectateurs qui posent souvent cette question sont servis. Deuxième invité sur ce plateau, c'est un journaliste, Alain Massoka. Bonsoir, bienvenue Alain. Merci Boubangomna, merci à vos téléspectateurs, merci de l'invitation que vous me faites, l'honneur que vous me faites d'être l'un de vos premiers invités. Je vais reprendre les mots de François dans cette prestigieuse émission en ce début d'année 2020. Je crois, du point de vue journalistique, mon humble avis, qui avait vraiment toute sa pertinence dans sa création, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, l'actualité va très vite, et cette vitesse est telle que les médias classiques devraient pouvoir s'arrimer, car vous savez, il y a un concurrent très sérieux qui s'appelle les réseaux sociaux, et dans lesquels, malheureusement, il y a un peu du tout venant. Notre métier est bombardé ainsi dans ces canons conventionnels, parce que malheureusement, il n'y a pas, comme vous savez, l'impératif du tri, l'impératif du traitement, l'impératif, comment j'ai envie de dire ça, d'une information crédible qui devrait permettre d'avoir la meilleure lecture des événements qui se passent dans notre environnement. Et il est important que tous les médias aujourd'hui s'arriment, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne, mais davantage à l'adversité coriace que leur opposent les réseaux sociaux, parce que nous sommes dans un métier c'est un construit, un métier c'est des canons, un métier c'est des objectifs précis. Avec les réseaux sociaux, malheureusement, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et là, je crois que notre métier est un peu, pas en difficulté, mais devrait pouvoir sérieusement faire comment on va dire ça, une espèce de régénérescence pour s'adapter à l'environnement, pour pouvoir assurer
n'est-ce pas, l'affrontement au niveau de l'adversité. Et je crois qu'une telle initiative, un tel concept mérite sa place quand on sait les événements qui entourent notre pays, qui entourent notre nation. C'est bien de rester à la page. Merci pour ces éloges. Merci d'avoir accepté notre invitation. Troisième invité, c'est le doyen sur ce plateau, ancien directeur des programmes à la CRTV, responsable des ressources humaines. Il a fait un peu de tout. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. C'est un internationaliste également. Hugues François Audana, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba Ngomna, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous nos vœux les meilleurs pour 2020. À vous également, j'adresse mes meilleurs vœux ainsi qu'à toutes les familles qui nous regardent, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Merci. Cette voix qui nous a caressé dans l'enfance, c'est toujours un plaisir de l'écouter sur ce plateau. C'est un homme politique, ancien journaliste reconverti, et maintenant un politicien. Sam Severango, bonsoir, bienvenue Sam. Merci, bonsoir. Vous représentez le MRC sur ce plateau, c'est bien cela? Tout à fait, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de journalistes sur le plateau, donc je pense que ça ferait une belle affaire. Je crois qu'au-delà de nos casquettes respectives aujourd'hui, à la base, le monde, c'est ce qui est dit. Bon, parce qu'on dit généralement que c'est également dans ces conditions que je me suis retrouvé allègrement sur le champ politique aujourd'hui comme un acteur et qui veut jouer au front office parce qu'aujourd'hui le Cameroun est un peu au carrefour de son histoire. C'est d'ailleurs, je crois qu'on traverse des moments particulièrement difficiles et je pense qu'il est bon qu'on puisse chacun à son niveau, essayer de donner un peu de soi, un peu de sa notoriété, de sa personnalité pour que les lignes puissent bouger, voilà. Merci. Ils ont tous pour deux dénominateurs communs, journalistes. Maintenant, chacun a fait son chemin. Comme Sam Severango le disait, le journalisme est un métier qui mène à tout. La preuve, ils sont tous sur ce plateau. On va prendre la thématique pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec pour prétexte l'application qui rentre en vigueur dès ce mois de janvier, l'ACORA, le Cameroun, qui est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Pour comprendre officiellement, les États-Unis disent que c'est le non-respect des droits de l'homme par rapport à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour vous, comment vous avez accueilli, parce que cette mesure, on dit qu'elle est tombée, pas aujourd'hui, mais elle rentre en vigueur dès le mois de janvier. Comment vous avez accueilli cela? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais rappeler à l'intention des téléspectateurs que je vais de temps à autre sortir de ma casquette de journaliste pour essayer de surfer sur d'autres domaines de connaissances comme la science politique que j'ai eu le plaisir d'apprendre, comme la sociologie politique, comme les relations internationales. Et mes points de vue seront parfois journalistiques, mais parfois purement politique, parfois internationaliste, et je voudrais utiliser de temps en temps les canons de la science pour éclairer lorsqu'il y aura peut-être une incompréhension ou une embrouille. Il faudrait que nous sachions que la science est universelle et que ce qui se passe au Cameroun n'est pas une exclusivité et que les diverses sciences permettent, même l'histoire permet de savoir que ce qui se passe ici au Cameroun se serait peut-être passé dans un autre pays à une autre époque et que comparaison n'étant pas raison, il faudrait quand même tenir compte de ce qui se passe ailleurs, de ce que la communauté internationale, de quelles sont les règles générales avant de pouvoir parler
de cas spécifiques du Cameroun. Merci pour cette honnêteté. Sur cette question précise, le rôle joué par la communauté internationale par rapport à cette crise, comment vous la voyez? Je pense que la communauté internationale, c'est un bien grand mot. La communauté internationale, c'est quoi? Vous, si on vous demandait la communauté, c'est quoi? Parfois, on vous dit que vous ne faites pas partie de la communauté internationale. Alors que nous, les Camerounais, le Cameroun fait partie de la communauté internationale, comme le Guatemala, comme la Russie, comme la France, comme les États-Unis. Mais tout se passe comme si la communauté internationale était un groupe de pays qui a vocation à sanctionner d'autres pays, alors qu'en loi, en relation internationale, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, malgré le fait que certains pays jouissent du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est une grave injustice qu'il faut modifier, qu'il faut rectifier, qu'il faut corriger. Et je voudrais dire donc ici que ce que vous appelez communauté internationale n'est qu'un groupe de pays, c'est un groupe de pression qui veut imposer ses vues à certains pays. C'est comme ça que je vois la communauté internationale. Alors, Alain Amassoka, sur la communauté internationale, sur son rôle de manière pratique sur le terrain, au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a pour certains une crise humanitaire qui appelle nécessairement à une intervention humanitaire de ce côté-là. On peut retrouver également les démembrements de cette communauté internationale un peu sur le plan national, qui s'active également à ce qu'un respect, un certain nombre de respect des choses, disons, minimales, puisse être appliqué. Est-ce que vous avez le sentiment, le regard que vous jetez sur le rôle que joue cette communauté? Est-ce que cette communauté essaye de jouer son rôle de manière objective ou alors elle est partisane? Bon, écoutez, je crois que je vais essayer de compléter un peu ce que venait de dire tout à l'heure Hugues François. Moi, je vais rester un peu plus formaliste. Il faut savoir et rappeler ici que quand on parle du vocable communauté internationale, il rappelle un peu les évidences de, comment je veux dire ça, les existants de la scène internationale. Il faut bien rappeler qu'autour des Nations Unies, depuis 1945, après l'échec de la guerre, après la guerre qui a débouché sur la dissolution de la SDN, la Société des Nations, les Nations Unies se sont mises en place et qui consacrent à travers des conventions internationales connues l'existence des États qui s'entendent, n'est-ce pas, pour pouvoir coexister au sein de la planète. Maintenant, il faut rappeler que cette coexistence est régie par un ensemble de règles, de normes, mais surtout insister sur le fait que ce sont des règles et des normes qui elles-mêmes sont fondées sur des paradigmes, vous voyez, sur des théories, sur des courants idéologiques. Vous voyez, vous avez là des réalistes, vous avez là des idéalistes. Dans le courant des réalistes, entre autres, vous avez ceux qui font de la réelle politique, c'est-à-dire qui font prévaloir des intérêts par tous les moyens. Et vous avez les idéalistes qui, eux, apportent une dose d'humanité, une dose d'humanisme dans leur type d'intervention. C'est ce qu'on appelle un peu l'opposition du binôme soft power et hard power. Il y a ceux qui utilisent la méthode forte, on est dans le hard power, et il y a ceux qui utilisent la méthode douce, on est là dans le soft power. Mais je crois que présenter donc ainsi, pour comprendre la configuration de la scène internationale, sur le champ des relations internationales, je crois que c'est là où se joue, où se développe donc le jeu et les enjeux à travers certains intérêts. Et ce sont ces outils, cette artillerie-là, n'est-ce pas, qui est empruntée par les uns et les autres au gré de leurs intérêts. Dans le cas d'espèce, vous faites très bien de poser cette question et rappeler ici aux téléspectateurs que malheureusement, il faut qu'on se rende à l'évidence, au constat, que les démarches ne sont jamais innocentes. Ce sont des démarches qui sont motivées par des prismes. Ça peut être un prisme géopolitique,
assez avérée. C'est-à-dire que quand vous regardez la configuration des zones géopolitiques, vous voyez bien qu'il y a des relents d'intérêt, soit qui sont à conserver, et là on peut, comment je dis, avancer l'argumentaire de la souveraineté des États. C'est le cas par exemple du Cameroun, n'est-ce pas, qui est dans une posture de défense de son intégrité territoriale, de sa souveraineté nationale, qui sont des éléments fondateurs de l'existence d'un État en tant qu'entité appartenant à la communauté internationale du point de vue des Nations Unies. Mais à côté, vous avez ce que moi je peux désigner, je crois que Hugues François l'a déjà développé dans certaines de ses productions scientifiques, n'est-ce pas, comment je veux dire ça, la réalité de la prédation de certains acteurs de la scène internationale qui vont vers des espaces des tiers, c'est-à-dire des tiers États, pour aller, n'est-ce pas, à travers des logiques de géopolitique, parfois outrancières, parfois conquérantes, récupérer un ensemble d'intérêts. Ça peut être des intérêts liés à des ressources économiques, notamment les matières premières. Ça peut être des intérêts liés à la question des zones d'influence pour pouvoir créer des situations d'influence avec des situations ponctuelles, conjoncturelles. Vous voyez, ce qui fait donc en sorte que, pour répondre à votre question, ce ne sont pas des démarches qui sont innocentes. Et ce qu'il faut regretter, pour le relever ici, et là c'est mon opinion personnelle, c'est que les gens se jouent un tout petit peu, vous voyez, de ces artilleries, de ces instruments, au gré de leurs intérêts, y compris dans les espaces nationaux. Et c'est cela, si vous voulez, qu'on va peut-être déchiffrer tout à l'heure. Vous parlez, par exemple, vous parliez de la Goa tout à l'heure. Il faut très bien comprendre d'où est-ce qu'on vient pour pouvoir déboucher sur une sanction des États-Unis par rapport à la Goa. Présenter ce que c'est que la Goa, examiner quelles sont les opportunités pour la Goa, mais également évaluer exactement l'impact, par exemple, de la Goa sur un territoire comme celui du Cameroun. Pour bien peser, on n'a pas tous les chiffres et toutes les statistiques économiques ici. Vous comprenez donc en cela que quelque chose est parti de quelque part. C'est ce qu'il appelait tout à l'heure les logiques de pression. Il y a des gens qui agissent, n'est-ce pas, pour faire déclencher ces mécanismes, pour que ces mécanismes, lorsqu'ils sont articulés, qu'ils puissent, n'est-ce pas, leur offrir des arguments contre des adversaires, des arguments contre des logiques de pouvoir qui se mettent en place. Alors, François Bikouro, est-ce que c'est pas un prétexte, c'est-à-dire que les Américains utilisent pour mettre en avant des problèmes de respect des droits de l'homme, est-ce que c'est pas un moyen de pression sur le gouvernement camerounais utilisé à travers la Goa? Boubangomna, l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas mais bégaye. En 1945, l'histoire a connu un bégayement toussif. Et il y a une logique qui ne s'enseigne pas dans les universités, c'est celle qu'on appelle plus jamais ça. Vous savez que l'attentat de Sarajevo a mis en exergue la contradiction que se mène constamment le monde judéo-chrétien et le monde arabo-musulman, qui semble donner l'impression, et là que vous comprendrez pourquoi le questionnement de la communauté internationale, que les autres mondes n'existent pas, c'est-à-dire la Chine, la Russie et autres, qui ont aussi leurs dogmes qui peuvent être économiques mais aussi religieux. Plus jamais ça veut dire que ce que l'illuminé Hitler a fait faire à ce qu'on appelle aujourd'hui le monde judéo-chrétien, qui est le monde occidental, ils se sont dit, nous allons mettre tout en œuvre pour que toute notre existence, même si nous avons des contradictions assez fortes sur lesquelles on ne peut pas reculer, que ça n'ait plus lieu en terre occidentale judéo-chrétienne. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, ça fait partie des attentes liés à ce que chaque fois qu'il y a des chocs entre ce que vous appelez les alliés, les vainqueurs, qu'ils choisissent un terrain d'expérimentation, de prédilection, pourvu que ça n'ait pas lieu dans le giron direct du monde judéo-chrétien qu'on appelle le monde occidental. Donc, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan culturel, que ce soit au plan de la géostratégie militaire, donc ce que nous vivons aujourd'hui peut être donc la continuation de cette expérimentation où peut-être les Américains se disent si les Français sont déjà présents sur le corridor, si les Russes sont sur le corridor, il faut que je trouve un moyen d'y être dans le corridor. Ils ont donc des mots qui passent dans le Google, c'est-à-dire droit de l'homme, démocratie, liberté, des choses vaseuses qui en réalité n'ont pas beaucoup de sens lorsqu'on n'est pas dans le même environnement. Vous comprendrez donc qu'on peut lire cette intrusion économique qui ne se comprend pas, parce que logiquement, quand un pays
Et dans la situation où se trouve le Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas lui refuser les sacs de riz qu'on avait proposés quand le pays était stable et normal. Et je crois que la voie, ça doit juste un petit échange de sacs de riz américains qui peuvent venir au Cameroun dans une situation difficile. Nous avions l'agriculture qui marchait quand il n'y avait pas de guerre. Vous voyez que je parle que la terre, moi je suis un activateur politique. On avait tout quand il n'y avait pas la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, à Damawa et autres là. Maintenant que l'agriculture ne peut pas se faire au nord parce qu'il y a la guerre de Boko Haram, maintenant que l'élevage ne peut pas se faire au nord ou au sud-ouest, on se serait attendu que des gens qui s'étaient jurés de ne jamais faire une guerre, je crois que c'est ça qu'on appelle les Nations Unies, le Conseil des Nations, que c'est à ce moment-ci qu'ils disent, ces sacs de riz avariés qui pullulent partout là, c'est le moment de les amener là où les gens depuis près de 3 ans aujourd'hui ne peuvent pas produire. D'où vient-il? Que subitement on nous dise que là où les gens se guerroient, qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Et comme il n'y a pas respect des droits de l'homme, c'est le prétexte pour dire ce que nous avons promis aux Camerounais quand le pays était en stabilité normale, en paix et tout ça là, on ne peut pas le donner à partir du 1er janvier. Mais entre-temps, beaucoup tout a coulé sur le pont. Je termine par là. Nous sommes les arrière-petits-fils de Oumouniobé, Amical Cabral et les autres. On a été un peu à l'école, on est allé apprendre à lire le bois au bois. Ce qui marchait en 1950 ne peut pas marcher dans un contingentement où les accords de coopération sont en train de tomber comme des fruits. Donc il faut bien lire cela dans ce sens-là, pas nécessairement, et c'est pour cela que ça prolonge, vous avez dit peut-être comme nous sommes des journalistes, ça prolonge parce que nous sommes des historiens du temps. Je pense donc à mon humble avis que les professeurs d'université doivent s'asseoir dans les amphis pour faire ce que vient de proposer Amasoka tout à l'heure, nous dire qu'est-ce que la voix peut apporter à un pays. Si elle n'a pas pu apporter quelque chose quand ça marchait, le fait de le retenir aujourd'hui, est-ce que ça va marcher? Mais par contre, dans la relation internationale, ça peut être un déficit de communication pour les Camerounais. Parce qu'on reçoit ça au même moment qu'on reçoit d'autres limites qui sont pourtant des limites que l'on peut vérifier. Quand on reçoit ça comme un paquet et que le Cameroun n'a pas bien expliqué aux gens pourquoi on prend autant de milliards, vous voyez que je ramasse tout ça dans une poubelle, pour faire venir du poisson, pour faire venir du riz de Thaïlande, pour faire venir ceci, alors qu'on peut faire une agriculture normale dans notre pays et éviter que psychologiquement les Camerounais, surtout ceux qui sont sur le front, et je termine par là, j'ai failli oublier, je tire un coup de chapeau aux forces de défense et de sécurité de notre pays, parce que malgré tout ce qui nous arrive là, ils nous permettent toujours de nous retrouver pour faire le débriefing de l'actualité, comme on le fait maintenant. Alors, Sam Séverin Ango, sur le terrain maintenant des hostilités, au théâtre des opérations, est-ce qu'on a véritablement le sentiment que la situation sécuritaire, elle est déplorable ou elle est inquiétante? Oui, je crains qu'on s'éloigne un tout petit peu de la thématique centrale. Bon, c'est vrai que les uns et les autres peuvent être tentés de nous embarquer dans des considérations scientifico-scientifiques de façon stricte, mais il me semble qu'on ne doit pas s'éloigner des réalités. Je crois que la thématique est vraiment rattachée à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et l'apport de la communauté internationale depuis le début. À partir de quel instant est-ce que ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui communauté internationale et qui est acté, parce qu'on ne doit pas non plus donner le sentiment qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Je crois que quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau que à l'origine il y a eu la SDN, Société des Nations. Quand on dit Société des Nations, ça veut dire toutes les nations du monde conviennent d'un modus vivendi pour déterminer les conditions de leur vivre ensemble. L'Organisation des Nations Unies qui a succédé à la SDN, ça voudrait dire la même chose. Les Nations Unies, et je pense qu'en matière de droit international, les règles sont tout à fait claires en matière de respect des dispositions supranationales, en matière de respect et d'applicabilité de ce que vous avez ratifié comme devant être vraiment acté comme ça. Je pense qu'il ne faut pas, quand on parle de droit, tenter de nous faire croire que le droit, il est bon pour les uns et il ne l'est pas pour les autres. Et même s'il y a une explication facile qui tend généralement à démontrer que dans l'international aujourd'hui, il y a davantage les intérêts et qu'il y a un groupe de personnes ou alors un groupe d'États pris comme des personnes morales qui voudraient dicter leurs lois. Je crois que, je suis désolé, pour le cas des pays africains, nos républiques bananières, nous devons appeler de tous nos voeux
l'implication directe de cette communauté dite internationale, parce qu'on ne peut pas s'en gargariser lorsque nous sommes appelés à leur tendre la main, et lorsque nous ne sommes pas en capacité de respecter ce qui a été dit et préconisé internationalement. À ce moment-là, on dit non, c'est un groupe de bandits qui veulent venir faire leur business au Cameroun. Je suis désolé, pour le cas du Cameroun aujourd'hui, la situation est terrible. Je suis quand même estomaqué de voir qu'on veuille banaliser le bilan, mon cher aîné Hugues François Onana. Et après de 50 000 morts, 500 000 déplacés internes et externes, des personnes décapitées, parce on est habitué à banaliser la mort au Cameroun. La situation au nord-ouest et au sud-ouest est depuis longtemps intenable. Et l'apport de la communauté internationale, je suis désolé, elle a un peu trop tardé. Elle retarde un peu trop son intervention au Cameroun. Parce que les autorités du Cameroun ont passé le temps à ne pas écouter. C'est cette communauté internationale qui a demandé un vrai dialogue inclusif. À quoi est-ce qu'on a eu droit récemment sur les collines du Palais des Congrès? Une parodie de dialogue qui n'a pas débouché sur ce qu'on a préconisé. Conséquence, au lendemain de celui-ci, on a continué à assister davantage à une exacerbation des tensions sur le terrain de la guerre. Est-ce que votre fameux dialogue a débouché sur quoi que ce soit dans le solutionnement de cette crise? Je dis non. Aujourd'hui, les États-Unis disent à maintes fois au président Paul Biya, qui s'entête à rester à la tête de l'État alors qu'il n'est plus en mesure d'apporter quoi que ce soit au Cameroun, faites attention, monsieur le chef de l'État du Cameroun, pensez à vos populations qui meurent tout le temps. L'Union européenne a parlé. L'Union africaine est arrivée ici. La francophonie est arrivée ici au Cameroun. Mais on a toujours fait comme si cette communauté vient au Cameroun pour je ne sais quel intérêt particulier. L'intérêt, il est simple. Nous appartenons à la même humanité. Moi, j'ai fait un peu de droit international également à l'université de Yaoundé 2. Et il nous a été bel et bien enseigné que le droit d'ingérence humanitaire existe. Ça existe, c'est-à-dire que les Camerounais qui tombent dans le nozo, ils sont des humains qui peuvent susciter, on va dire, de la préoccupation de la part des gens du Guatemala que vous avez cité. Donc aujourd'hui, on dit donc que l'ONU a été un peu trop patiente. Et nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous disons ceci pour l'année 2020. Il va s'agir, comme l'a rappelé le président Maurice Kamto, d'aller sur deux axes principaux. La mobilisation des Camerounais qui doivent prendre leur destin en main. Il s'agit de dire que nous restons dans la résistance pacifique. Deuxième axe principal, et je vous en remercie pour cette thématique ce soir, la communauté internationale qui devra être mobilisée. Nous allons l'inciter à faire quelque chose pour le Cameroun, parce que nous n'en pouvons plus d'un pouvoir qui s'entête, qui ne veut... Le discours du 31 décembre dernier du chef de l'État, Paul Biya, il n'a rien donné du tout. Il a été question de la part du président de la République plutôt d'annoncer un renforcement des mesures répressives en direction des belligérants. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé, parce que tout le monde est d'accord que cette guerre au nord-ouest et au sud-ouest ne peut pas se gagner à travers la force militaire. Il s'entête à nous ramener dans la force militaire, donc bienvenue la communauté internationale. C'est-à-dire les casques bleus, moi je les appelle, de tous mes voeux, peu importe ce que vous voyez, parce que nous avons épuisé toutes les solutions à l'intérieur du Cameroun. D'accord, merci, sans pour autre prise de parole. Ah bon, maintenant, je ne sais pas quand je prends la parole, pourquoi les gens gesticulent. Quand ils étaient en train de parler, moi, je n'ai pas... Aussi d'avoir Voilà. une certaine avis. Ce serait justice. Ok, allez-y donc. Alors, moi, je voudrais d'abord rétablir la vérité. La communauté internationale, dans un certain nombre de cas, c'est un machin, comme l'avait dit le général de Gaulle. Lui-même, quand les intérêts de la France étaient menacés, il a appelé l'ONU un machin. Tout le monde le sait. Maintenant, le machin qui étaient les Nations Unies, se sont transformés en une communauté internationale où des enfants, des petits, qui s'appelle maintenant la communauté internationale. Et lorsque ils parlent de droit d'ingérence,
ce principe qui a été mis en selle par Bernard Kouchner, le ministre français des Relations extérieures de l'époque, le droit d'ingérence humanitaire, il est bon quand il faut s'ingérer dans les affaires intérieures du Cameroun, mais lorsque les puissances, ceux-là qui veulent gouverner la planète, qui gouvernent même la planète, lorsqu'ils commettent des bévues, des gaffes, vous n'avez jamais eu droit à cette facilité du droit international humanitaire. Et vous avez souvenance que au moment où l'apartheid, le système d'apartheid, écrasait les peuples en Afrique du Sud, en Namibie, en Tanzanie, au Zimbabwe, la communauté internationale avait pris fait et cause pour ceux qui opprimaient nos frères. Et le président Nelson Mandela, à l'époque, on l'avait appelé un rebelle, n'est-ce pas, un terroriste, cette communauté internationale-là. C'est pour cela que cette communauté internationale s'est permis d'armer le régime d'apartheid en Afrique du Sud. S'est permis d'armer le régime de ségrégation raciale au Zimbabwe, au Mozambique et en Namibie. Cette fameuse communauté internationale, après avoir échoué au Zimbabwe et en Afrique du Sud avec l'indépendance et la libération de Nelson Mandela, croit maintenant qu'elle doit se déployer sur d'autres terrains où les Africains, par exemple, veulent lever la tête. Je vais vous prendre l'exemple récent, relativement récent, de la Libye, où la communauté internationale, la soi-disant, je l'ai appelé dans mon livre « Président libyen, la victoire possible de Muammar Kadhafi », j'ai appelé la soi-disant communauté internationale, a prétendu que le colonel Kadhafi était en train de massacrer son peuple à partir de la ville de Benghazi. Alors que des quidam qui s'étaient autoproclamés révolutionnaires, ça, essayaient de renverser un régime qui était véritablement un régime aimé par le peuple libyen. Et vous avez vu que cette fameuse communauté internationale-là s'est liguée contre la Libye, a assassiné son leader, a détruit le pays, et s'en est allé sans avoir assuré le service après-vente. Et la communauté internationale, aujourd'hui, est responsable du terrorisme qui se déroule au Mali, au Burkina Faso, dans les autres pays du Sahel. Cette communauté internationale-là n'a pas vraiment la légitimité pour parler de nous. Maintenant, pour revenir. Pour chuter maintenant. Pour revenir au Cameroun. Vous chutez, parce que vous allez avoir un peu plus de temps. Voilà. Pour revenir au Cameroun, vous dites que cette communauté internationale doit venir avec les casques bleus. Nous, les patriotes du Cameroun, nous disons zéro casque bleu. Nous n'avons pas besoin de casque bleu au Cameroun. Nous avons notre armée patriotique qui se bat. Et il faut rendre grâce et hommage au président Paul Biya qui met un bémol parce que notre armée est en supériorité sur le plan militaire face à ces terroristes. Si vraiment on voulait en finir avec les terroristes, on l'aurait fait, mais parce que le président de la République ne veut pas un bain de sang. L'armée sur le terrain est en posture défensive, mais elle n'est pas en posture offensive. C'est bien ça. Tout à fait. Là, on connaît cela. Alors, il y a quelques mois, il y a eu un passage au palais de l'unité de l'Union européenne, du Commonwealth, de la francophonie. Ces trois entités sont allées rencontrer le président de la République, certainement au menu plusieurs choses, parmi lesquelles effectivement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après leur passage, les choses ont bougé? Oui, forcément. Les choses ont bougé. Vous savez, il ne faut pas confondre les agitations, excusez-moi de la répétition, de l'agitation politique interne avec les modes de fonctionnement sur le champ de la scène internationale. Vous avez cité
a raison tout à l'heure, le passage de ces organisations internationales qui étaient au Cameroun. Et je voulais vous rappeler, M. Bouba et aux téléspectateurs, parce qu'il ne faut pas qu'on les trompe, il y a des mots inducteurs, il y a des valeurs qui sont promues dans le fonctionnement de toutes ces organisations internationales. Que je vous les rappelle, M. Bouba, il faut que les gens le sachent. Les acteurs politiques le savent. Et c'est à la détermination de la pertinence, n'est-ce pas, du respect ou du non-respect de ces valeurs qu'on peut déboucher sur une option. Dans le cas d'espèce, vous devez savoir que les valeurs de paix, les valeurs de démocratie et les valeurs de développement constituent, j'ai envie de dire quoi, les credos de fonctionnement de ces organisations internationales, que ce soit la francophonie, que ce soit le Commonwealth, que ce soit même les Nations Unies. Ça, c'est le premier référentiel que je voudrais vous indiquer. Maintenant, j'ai écouté mon compatriote, confrère ou ancien confrère. J'apprécie son engagement politique sur ce qu'il pense. Écoutez, on va pouvoir appliquer le mot kilométrique s'il le veut, c'est un terme journalistique, pour pouvoir domestiquer notre sujet comme vous avez commencé à le faire, pour lui objecter il faut qu'il sache que les questions d'intervention des acteurs sur la scène internationale, elles-mêmes, elles sont régies par des normes et par des règles. Je vous ai rappelé le référentiel tout à l'heure. Autant il évoque en matière de droit international le principe du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence, autant on peut lui opposer d'autres principes, c'est celui de la défense de la souveraineté des États. Vous comprenez? Autant on peut également lui opposer, comment j'ai envie de dire ça? Et même celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Dire que de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État. Ce que, en fait, je veux expliquer ici aux téléspectateurs, c'est qu'en fait, il y a, pour le cas qui nous concerne au Cameroun, le NOZO, en l'occurrence, il y a deux camps belligérants. Vous avez comment j'ai envie de dire ça, des acteurs politiques qui ont choisi, je l'ai dit dans plusieurs de mes sorties, que vous savez, la lecture de la crise sociopolitique au Cameroun doit être bien lue sur le prisme du dispositif que les uns et les autres mettent, n'est-ce pas, comme outil, comme artillerie sur la scène internationale. Il y a donc deux camps aujourd'hui. Il y a celui des acteurs politiques, notamment de l'opposition, du moins certains, ils ne sont pas très nombreux, qui utilisent leur entrée-gens, n'est-ce pas, dans ce sillage-là, pour faire pression de sorte qu'il y ait intervention. Ils utilisent de l'alarmisme, ils utilisent des informations incendiaires. J'ai écouté des chiffres tout à l'heure, en faisant rappeler tout de même que ces chiffres sont produits et fournis par International Crisis, vous voyez, qui n'est pas camerounais, qui est une institution liées aux organisations internationales et dont moi je pense qu'il faudrait pouvoir les écouter ou alors exploiter leurs chiffres avec beaucoup de parcimonie parce que ils sont justement dans une logique, n'est-ce pas, comment j'ai envie de dire ça, de grossissement de la situation pour que précisément ça puisse justifier une intervention éventuelle. Ce que je veux dire, de l'autre côté, vous avez des autorités d'un pays, notamment le pouvoir de Yaoundé, qui lui s'appuie sur ce que lui confèrent justement les dispositions des conventions internationales, notamment au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire leur droit à pouvoir préserver l'intérêt de leur, la souveraineté de leur État, et ça c'est bien consacré, mais également la possibilité de pouvoir protéger leur population. Vous savez que l'armée camerounaise est une armée qui est républicaine, d'ailleurs très professionnelle, et c'est en cela qu'il faut voir l'action des autorités de Yaoundé sur le champ des théâtres des opérations. Du coup, je veux que les Camerounais comprennent, à travers cette opposition entre ces deux camps, que les uns et les autres veulent faire bouger les lignes, veulent faire, n'est-ce pas, tirer de leur côté la faveur. Ce qu'on peut dire par rapport à votre question, M. Bouba, c'est que quand on regarde de manière lucide ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement ces organisations étaient à Yaoundé, ont été reçues et ont consulté les autorités de Yaoundé, un ensemble d'informations leur ont été fournies, et ce sont ces informations-là qui conduisent à la mise en perspective de leur action. Ce qui pourrait se passer aujourd'hui, moi je considère que c'est vraiment au-delà des dispositions de ces conventions internationales. Quand vous parlez de la GOA n'a rien à voir avec la notion du fonctionnement des Nations Unies. La GOA, n'est-ce pas, c'est un outil qui concerne un pays qui est, du point de vue des Nations Unies, tout à fait égal à tout autre État,
n'est-ce pas, sur la planète Terre. Les autres instruments sont des instruments, si vous voulez, on pourra développer pour bien démontrer comment est-ce que chacun veut les utiliser à son profit. Alors, François Bikoro, sur la crise anglophone, sur l'apport de la communauté internationale, on sait, ce saurait être un secret de Polichinelle, et que les bras séculiers, on va dire ceux qui financent cette guerre, sont soit des Camerounais d'origine qui sont dans d'autres pays, et ces pays, on les connaît, et la question, pourquoi est-ce que ces pays-là, si ces pays veulent que la situation, effectivement, s'arrête dans le nozo, pourquoi est-ce que ces pays ne font pas une certaine pression sur les personnes, ou alors les présumées personnes qui financent cette guerre? Je vous ai dit qu'après 1945, prosaïquement la guerre de 1939-45, c'est le déficit de communication qui nous fait faire ce genre de débat. Et j'interpelle toujours les enseignants. Je parle sous le contrôle d'un enseignant qui est à côté de moi. Je regarde les yeux dans les yeux des professeurs d'université. On ne peut pas comprendre que les paradigmes qui avaient convoqué la Société des Nations, qui est devenue Nations Unies, on ne peut pas comprendre que les analphabètes soient allés en France lors de la guerre. Ils sont revenus vous dire que tout ce qu'on vous raconte là, c'est des histoires endormies de vous. Nous sommes des êtres humains, tous dotés d'une possibilité de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et que des professeurs d'université, des docteurs en droit et autres là, vont sur les plateaux depuis 2018 pour parler des évanescences inutiles. Oh, on a bien compté les voix. Oh, on dit à la génération qui vit maintenant dans un monde intégré. On ne peut plus mentir. Ce que vous voyez là, c'est des petites excavations pour distraire une génération qui doit prendre son destin en main. Je ne peux pas comprendre qu'on n'explique pas aux gens que la guerre a 3 périodes. La première période, c'est là où on prépare la guerre. Elle convoque tout le monde. C'est vous-même, ceux qui sont victimes peuvent ouvrir la porte à ce que la guerre vienne chez eux. Il y a la mise en œuvre de la guerre et il y a l'après-guerre. Et ceux qui réfléchissent, la communauté dite internationale, parce que c'est aussi comme le mot diaspora, qui est le secret des Juifs, mais il paraît que les Gabonais, nos frères qui sont au Gabon, ne sont pas dans la diaspora. Ça, c'est un autre débat. La communauté internationale ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas été au courant quand on prépare la guerre, qu'elle n'est pas au courant quand la guerre a eu lieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui doit se passer à l'après-guerre. La véritable contradiction qu'il y a eu entre la France et les Amériques quand on attaque l'Irak, c'est le droit des violences humanitaires. Il paraît que chacun a un petit rôle là-bas. Il y en a qui sont dans la vente des armes, il y en a qui sont dans la mise en œuvre de la destruction, et il y a la reconstruction. Je me réjouis que M. Ango en appelle au casque bleu des Nations Unies à la communauté internationale. Dans l'histoire des nations, l'humanitaire arrive, ça veut dire que la guerre est terminée. Ce qui se passe en Centrafrique, c'est la guerre entre Total et Tradex. Il faut que celui qui va faire l'après, la reconstruction et tout ce qu'on veut. Mais il faut être un peu sérieux, parfois. Depuis 2016, je vois des Camerounais extrapoler sur les crises dont nous sommes victimes. Je voudrais rappeler à la communauté internationale et surtout aux Camerounais, dont des jeunes, que le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui fait face sur son plan nord entièrement depuis près de 15 ans aujourd'hui à une guerre nébuleuse avec Boko Haram. Sur son plan est, son flanc est, avec les excavations nauséeuses de Balaka et de Seleka. Sur son plan ouest, avec la guerre dite de Nozo, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest. Et que chaque fois que nous parlons de ces 3 guerres, il ne faut pas donner l'impression aux gens du flanc septentrional, dont la guerre a fait plus mal, et continue de faire plus mal. Il ne faut pas donner l'impression à ces gens-là qu'il y a des guerres qui sont bonnes, celles pour lesquelles tous les acteurs politiques mettent un point d'honneur, et il y a des guerres qui n'intéressent pas les autres. Il faut leur rassurer que le seul parti politique qui ne tombe pas dans ce piège, c'est les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a une autre guerre. C'est la guerre du mismanagement, c'est la guerre de la faim, c'est la guerre de tout. Donc il faut parfois
raison gardée quand nous sommes, je termine par là, dans ce type de situation, je vous ai dit que je suis l'activateur, moi je n'entre pas dans le débat, je montre le rouge, le vert et le jaune. Dans ce type de situation, oui, comme chaque nation intégrée, le Cameroun a ses petits problèmes, ses petites limites internes, mais je pense qu'on risque de noyer les véritables problèmes posés par le nord-ouest et le sud-ouest lorsqu'on fait l'amalgamation de tout comme si tout était un tout. Il faut mieux dire aux gens que oui, les gens du nord-ouest et du sud-ouest ont posé un problème qui certainement, comme l'a dit Ango, n'a pas été perçu de la bonne manière par ceux qui gèrent. Et je crois qu'il y a déjà eu quelques velléités de voir dans quelle mesure on peut en sortir. Et c'est dans ce sens qu'il faut rassurer les uns et les autres que rester ensemble nous permet de voir mieux un certain nombre d'enjeux et de jeux. Alors, Sam Séverin, en gros, à vous entendre parler, on a déjà épuisé toutes les voies de recours, il n'y a plus rien à faire, il ne faut plus rien attendre du gouvernement en place. Les Camerounais eux-mêmes ne peuvent pas résoudre cette crise, c'est bien ça. C'est bien cela, d'ailleurs, je crois que dans les quelques extraits du discours que j'ai pu capter a posteriori du président Paul Biya, je pense qu'il y a de la résignation. C'est-à-dire que quand il déclare que finalement, ils vont aller au renforcement de l'option militaire, ça veut dire qu'il n'est plus en capacité de proposer une autre voie. Et nous, on a pensé tout à fait le contraire. Mais je voudrais assez rapidement, puisque j'ai été interpellé par les trois autres panélistes, vous savez, Bouba, quand vous m'avez présenté le panel de ce programme, je savais que ça se passerait comme ça. Parce que les uns les autres, on se connaît un peu. Et puis, il faut que les gens assument leur position. L'aîné Hugues François Onana est militant RDPC. Il est sur les listes du RDPC dans la Léquille. Donc, vraiment qu'il mette de côté sa casquette scientifique quand il vient sur un plateau comme celui-ci. Non. Activateur même de la part de François Bikoro, je voudrais l'interpeller. Parce que ça me rappelle ce que Norbert Zongo avait si bien théorisé en parlant des intellectuels de service opportunistes, même lorsque ça coule. Moi, je n'ai rien compris de ce qu'a développé François Bikoro tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va à gauche, à droite, il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à tel ou tel cas. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrête les développements véritablement qui ne sont pas concrets. Donc à ce niveau-là, non, Monsieur Amasoka, je préfère m'abstenir de dire, je connais également enfin, son positionnement, donc de toutes les manières, je ne vais pas trop longtemps m'y attarder. Nous avons épuisé toutes les voies au plan endogène, stricto sensu. Ça veut dire que nous ne pouvons plus rien à attendre de l'establishment en place en matière de résolution de cette crise. Et François Bikoro, ce n'est pas la même chose avec ce qui s'est passé dans le Grand Nord. Boko Haram et le Nozo. C'est pas la même chose. Parce que vous tentez de victimiser maintenant les populations du Grand Nord dans une sorte d'amalgame pour dire que bon voilà, la guerre du Grand Nord, non. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est une guerre camerouno-camerounaise. C'est-à-dire que les enfants du Cameroun affrontent les enfants du Cameroun. On s'entretue, c'est pour cela que nous disons c'est une sale guerre. Et qu'il est possible d'y mettre un terme. Les voies de sortie de crise, elles ont été préconisées il y a longtemps. Je suis désolé, c'est un problème que je suivais de près quand j'étais encore à la télévision. Donc, je connais un peu trop bien comment ça a commencé, sur quoi on a débouché, les entêtements des uns et les autres, les solutions périphériques et cosmétiques qui ont généralement été préconisées. Je me réjouis que vous venez de nous rappeler que on ne procède pas à l'humanitaire lorsque la guerre n'est pas terminée. Mais à quoi est-ce qu'on voulait nous faire entendre lorsqu'il y a eu le plan, justement, d'aide humanitaire décrété par le gouvernement, alors que les hostilités sur le terrain n'étaient pas terminées. Est-ce qu'il est possible de faire asseoir les enfants, les protagonistes d'un même pays, finalement sur une table et impliquer la plupart des acteurs sociopolitiques de la place autour de vraies questions? Nous disons oui, mais ça n'a pas été fait. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez l'entêtement suicidaire dans lequel le gouvernement de la République en place, de façon complètement illégitime, d'ailleurs, ils sont en place de façon illégitime, peu importe ce que vous en pensez, monsieur Hugues François Onana, mais je l'affirme et je peux le démontrer, cette démarche suicidaire qui vise à dire, nous allons aux élections le 9 février prochain,
peu importe ceux qui ont choisi de ne pas y aller, peu importe les raisons qu'ils ont évoquées. Vous irez dans aux élections sans le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le principal parti aujourd'hui de l'opposition, qui fait la vraie opposition. Vous irez aux élections sans l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le parti historique, malgré leurs difficultés. Parce que moi, j'ai entendu de la bouche de l'ancien député, M. Soman, dire qu'ils n'iront pas aux élections. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites contre leur formation politique. Vous irez aux élections sans être sûr que le SDF va tout à fait y aller. Vous irez aux élections avec l'UNDP, avec quelques autres partis satellites qui sont proches, dans un contexte comme celui-ci, et dit qu'il y a de la démocratie au Cameroun. Nous sommes victimes du déni de démocratie au Cameroun. C'est pour ça que nous disons, entre autres choses, d'autres types de solutions existent. Vous entêtez à nous embarquer tout droit vers le chaos parce que vous voulez préserver vos petits privilèges et avantages. Je dis, je suis désolé, aujourd'hui, la communauté internationale a trop pris du temps pour intervenir au Cameroun. Pour l'instant, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils ne sont pas encore là, ils ne sont même pas annoncés. Ils vous laissent le temps, vous les Camerounais intelligents, vous les Camerounais qui êtes suffisamment clairvoyants, de savoir trouver les solutions à vos problèmes. Mais sachez également que ce Cameroun-là ne peut pas, lorsqu'il s'agit de préserver un pouvoir qui est décadent, dire que la communauté internationale ne vaut rien, je suis désolé, ce n'est pas un machin. Et si le général de Gaulle a dit que c'était un machin, lui c'était le général de Gaulle. Ce n'était pas Paul Biya et de Gaulle, c'est pas la même chose. Attention. De Gaulle, c'était un je grand vous monsieur. laisserai pas dire ça. Non, je vous laisserai pas dire ça, monsieur. Vous avez convoqué un exemple historique parce que vous voulez donner du contenu à ce que vous avez dit. Parce que vous voulez comparer Paul Biya, Maurice Kamto. C'est de la Vous voulez les comparer? Vous ne pouvez pas couper. Bon. Paul Biya, ce n'est pas De Gaulle. De Gaulle, la France fait partie des 5 plus grandes puissances du monde. Et aujourd'hui, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme, il n'y a pas de comparaison à faire entre ce qui se fait au Cameroun et ce qui se fait en Occident. D'accord. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame à ce sujet. Merci. Alors, sur cette communauté internationale dont vous avez appelé machin, alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette communauté a un intérêt particulier à ce que cette crise perdure? Si oui, pourquoi? Avant de répondre à cette question, je voudrais rétablir certaines vérités. Non, votre vérité à vous, c'est pas la vérité absolue. Certaines vérités. Ok, d'accord. Je veux rétablir certaines vérités. Une ou deux vérités. Une ou deux vérités. La première, c'est que lorsqu'on nous dit ici que le Cameroun est dirigé par un président illégitime, je dis que c'est faux. Personne ne peut se substituer au peuple camerounais qui, au travers des élections, a exprimé son point de vue, dont le président Paul Biya est un président légitime, légal et légitime. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il me demande, M. Angou, de ne pas convoquer d'autres casquettes que celle du RDPC, les Camerounais ne me connaissent pas d'abord comme un membre du RDPC. Ils me connaissent d'abord comme un journaliste. En plus, j'ai d'autres casquettes. Je ne peux pas ne pas parler de sciences politiques ou de sociologie politique sous le prisme politique quand je suis sur un plateau. C'est pour cela que, lorsque vous me dites ça, je vous dis que, est-ce que le professeur Maurice Kamto, qui est un ami, je l'affirme, à l'époque où j'avais l'impression qu'il avait encore tous ses sens. Je crois que le professeur Maurice Kamto ne peut pas se débarrasser de sa casquette de professeur parce qu'il est politicien. Donc pourquoi vous voulez que nous autres, on se dise que comme je fais partie des listes du RDPC, je suis plus docteur Hugues François Onana, docteur en sciences politiques? Non. Le professeur Kamto aurait dû, lorsqu'il faisait la politique, lorsqu'il secouait les avocats, les avocatiers, lorsqu'il contestait l'élection, il devait convoquer justement ces casquettes de professeurs, de grands connaisseurs du droit devant l'Éternel. Ça ne me semble pas avoir été le cas. C'est pour cela que, pour revenir à votre question concernant le NOZO, est-ce que la communauté internationale a un intérêt? Je voudrais répondre par étapes. Première chose, il y a certains pays qui n'ont pas colonisé le Cameroun, ou bien qui n'ont pas été associés à la gestion du Cameroun lors de la période du mandat ou de la tutelle, qui veulent se rattraper aujourd'hui. Voyez-vous, la France et la Grande-Bretagne
ont joué un rôle historique. C'est pour cela que lorsqu'on parle de la crise anglophone, on fait forcément allusion à la Grande-Bretagne. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il faut s'adapter, il faut, disons, donner à chaque région, comme on a donné au nord un statut spécial. Moi, je crois que c'est parce qu'ils ont eu droit à un indirect rule, n'est-ce pas? Ce qui était différent. D'ici, ils étaient dans un direct rule. Eux-mêmes, ils géraient leurs propres affaires. Et ils sont beaucoup plus proches de la décentralisation que nous qui avons été gérés à partir du centre. Bon, maintenant, est-ce que la communauté internationale a un intérêt? Je dis oui. Les gens veulent vendre des armes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la paix. Ils veulent ceux qui n'ont pas été là avant, ceux qui n'ont pas pied au Cameroun, ceux qui n'ont pas les marchés, ceux qui n'ont pas ceci, ils veulent maintenant avoir les marchés. N'est-ce pas? C'est pour ça que ils font... Vous savez que quand on dit les casques bleus, tout ça c'est des gros marchés. Et moi je crois que ce serait une grosse erreur pour nous. Ce serait une grosse erreur pour le Cameroun d'appeler les casques bleus. Qu'est-ce que les casques bleus viendraient chercher ici? Alors ils ont intérêt à envoyer leurs casques bleus, à donner, à pomper de l'argent, à donner à leurs amis sur le dos du Cameroun, et le Cameroun paiera la facture de ça. Vous savez que ces choses-là, ce n'est jamais pour rien. Parfois, on vous dit, on vous envoie des casques bleus, vous nous donnez les gisements de fer de Mini-Martap, ou bien la bauxite de Gaoundé, ou bien alors le pétrole de Limbé. Ça se fait au travers de ces échanges. Et je crois que le Cameroun a raison de résister. Parce qu'il y a une question de souveraineté. Le Cameroun, c'est un pays souverain qui ne peut pas accepter d'avoir des injonctions de la part des pays qui, eux-mêmes, ont des problèmes. Parce que nous aussi, nous avons des choses à reprocher. À ces gens, il y a des problèmes chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes aux États-Unis? Les États-Unis ont eu leur guerre de sécession. Est-ce qu'on pouvait demander aux États-Unis de ne pas mener leur guerre de sécession? Ils ont mené leur guerre et ils ont gagné. Nous aussi, on mène notre guerre de sécession. Il n'est pas question qu'il y ait une sécession ici et nous ne voulons pas d'ingérence sur ce point. Nous sommes fermes là-dessus. Il n'y aura pas d'ingérence étrangère dans le conflit du Mozo. Quand on regarde un peu la scène ces derniers jours, on se rend compte qu'il y a peut-être une décrispation sur le terrain, avec notamment des réfugiés qui sont allés à l'extérieur, qui rentrent au pays, et d'autres même qui font déclaration selon lesquelles nous allons résoudre nos problèmes entre nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas une prise de conscience des différents acteurs qui pensent que la solution ne viendra pas d'ailleurs? Bouba, je crois que c'est les premières perforations du complot. Mais avant peut-être de développer mon propos, je voudrais quand même dire très amicalement à mon confrère Ango que très honnêtement, il y a une pratique très fâcheuse au sein du MRC. Excusez-moi de faire cette petite extrapolation. Décidément, vous ne pouvez pas vous passer de rabattre le caquet, tout le monde. S'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est poli pour les téléspectateurs. Non, il y a une mauvaise habitude fâcheuse, M. Bouba, je vous prends à témoin, dans le MRC d'être intransigeant, vraiment un peu dans le terrorisme intellectuel, c'est-à-dire que dès que vous avez un argumentaire que vous évoquez, parce qu'ils n'ont pas de contre-argumentaire, ils vous cataloguent, ils vous distribuent des étiquettes alors qu'eux-mêmes ne sont pas des exemples. Devons-nous rappeler que la plupart de ceux qui sont actants au sein de cette formation politique ont multiplié des casquettes en fonction des situations, à partir que ce soit leur leader, hier au RDPC, invariablement universitaire, homme politique, ainsi de suite, ou encore certains d'entre eux qui sont spécialisés dans la transhumance politique. Personne ne leur fait la querelle là-dessus. Donc, vraiment, je crois qu'il faut respecter les opinions des Camerounais en fonction de leur posture et en fonction de leur intelligence. Je l'ai dit et moi je le redis sur cette question, il faut éviter de bipolariser l'opinion publique au Cameroun. Le Cameroun est divers et multiple.
On n'est pas obligé d'être forcément contre le pouvoir ou forcément avec le pouvoir, mais la lucidité intellectuelle amène les uns et les autres à pouvoir se faire eux-mêmes leurs propres opinions. Il ne faut pas enfermer les Camerounais. Ça, c'est le préalable que je voulais rappeler. Maintenant, sur la question que vous avez posée, vous me la rappelez, s'il vous plaît, juste en 2 mots. Sur cette question, non, justement, la question est de savoir si, quand on observe un peu la scène avec le retour des déplacés qui sont allés, est-ce que la calmie n'est pas revenue? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience des différents acteurs, la prise de conscience selon laquelle la solution de ce problème ne viendra pas d'ailleurs, c'est entre les Camerounais? Mais bien sûr, vous avez posé une question très pertinente tout à l'heure. Que peut-on retenir du passage de ces organisations internationales qui étaient au Cameroun? Je vous ai rappelé cela tout à l'heure. Les credos de fonctionnement de ces organisations, contrairement à ceux qui font beaucoup d'agitation verbale, c'est notamment le respect de notions de la paix, de la démocratie et du développement. Il faut savoir que ici, le terme clé, c'est la question du dialogue. Ne pensez pas que les gens viendront de l'extérieur venir imposer à un État qui est souverain ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas possible. Je veux que les gens comprennent ça dans les règles et les dogmes en matière de relations internationales. Cela s'apprend, c'est du b.a.-ba. Je suis désolé. Ce n'est pas de l'agitation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez bien que, même au niveau de l'opinion publique, l'opinion politique, si vous voulez, il y a une espèce, moi j'observe, si je me trompe que certains me le disent, mais j'observe de manière factuelle, qu'il y a comme une espèce de décrispation de la situation socio-politique. Moi, je vois des leaders d'opinion s'exprimer. Je vois des mesures au niveau du gouvernement de Yaoundé, le gouvernement du Cameroun, qui sont prises. Et je vois les acteurs, on va dire les cibles elles-mêmes, qui commencent à s'exprimer. Tenez par exemple, moi je suis avec beaucoup d'intérêt, il y a quelques jours, la déclaration du cardinal Christian Toumi, qui lui-même a donné, rappelons que c'est quand même un natif de cette région, son opinion sur la situation qui prévaut là-bas et sur les évolutions de cette situation. J'ai retenu 2 termes qui m'ont beaucoup amusé et qui m'ont beaucoup, je vais envie de dire, au moins convaincu. Il a dit une chose. 1. Que ces gars lui ont confié, notez quand même qu'il a fait un travail scientifique là-dessus, sur cette situation, lui ont confié ou leur ont confié qu'ils ont été trompés par des gens qui leur ont fait croire qu'il y aura une fausse interposition. C'est le Christian Toumi. Tout comme j'ai retenu également que finalement, lui-même exacerbé par la situation, il a dit que c'est vraiment une espèce de horde de personnes qui ressemblent à des bandits. C'est le terme qu'il a utilisé. Vous comprenez? Donc, il y a finalement, n'est-ce pas, dans cette confrontation, des déclarations, des situations, des événements qui témoignent quand même de l'évolution de la situation sur le terrain. Ce que moi je veux dire pour pouvoir, peut-être si vous permettez que je développe en 2 ou 3 idées. Ce sera votre dernière prise de parole. La première, c'est qu'il faut que je rappelle en termes historiques et en termes factuels que les instruments d'intervention, même au niveau de la communauté internationale, résident par exemple sur ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix. Et je veux défier quiconque ici de me démontrer où les opérations de maintien de la paix ont eu un succès véritable et qui ont permis véritablement un retour normal. Toutes les missions, les opérations de maintien de la paix, on voit bien que ça contribue à l'escalade des violences, n'est-ce pas, à l'enlisement des situations. Dans le cas qui est le nôtre, il faut que les gens se le rappellent, pour pouvoir déclencher ce dispositif, il faut que la demande soit faite par l'État. C'est formel. Pour avoir une OMP en intervention, c'est l'État du Cameroun, de manière consensuelle, avec, évidemment, dans une situation comme celle-ci, qui peut solliciter une OMP pour qu'on puisse avoir ce type d'intervention. Sinon, c'est une situation d'ingérence aiguë, totalement illégale. On va aller rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'abord, on commence par vous pour votre dernière prise de parole. Ensuite, il nous reste 6 minutes. Il nous reste 6 minutes. On va commencer par vous. On va voir. Allez-y. Un mot sur ce que tout le monde a dit. On va commencer par vous. On n'a plus malheureusement de temps. Vous savez, on peut faire une tonne d'émissions sur cette question, mais on retient que ce n'est qu'une partie et que ce n'est que partie remise. Hugues-François Onana, on va commencer par vous. Moi qui suis le doyen, je devais quand même conclure. D'accord. Moi, je dois le doyen. Moi, je peux commencer. Moi, je dois conclure. Moi, je peux recommencer. Bon, ok. On commence par vous. François Bikoro, peut-on résoudre cette crise sans l'aval ou sans l'apport de la communauté internationale? Je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'il est difficile
lorsqu'on veut avoir raison, de faire beaucoup d'amalgame. Le téléspectateur peut croire ici que le fait que les élections n'ont pas été favorables à M. Ango, c'est pour cela que la communauté internationale est appelée. Le téléspectateur peut croire qu'il n'y a pas une crise du nord-ouest et du sud-ouest chez nous. Comme le téléspectateur peut croire que les efforts ne sont pas faits pour que cette crise soit résolue. Je pense, à mon humble avis, que les situations dans lesquelles le Cameroun se trouve aujourd'hui méritent que ceux qui en font cas aient la plénitude des jeux et des enjeux. Parce que un coup, on appelle la communauté internationale, et la même communauté internationale vous définit ces concepts d'une autre manière. Il y a un enfant qui m'a interpellé, je crois qu'il doit être en 3e ou 4e année à l'université, et Yaoundé 2 à soi, pour me demander qu'est-ce que la démocratie. Je lui dis la démocratie, ça doit être quand tu as perdu une élection et que tu ne t'es pas plaint. Il me dit non, parce que tout le monde se plaint chaque fois qu'il perd une élection. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Il me dit, je lui dis les droits de l'homme, ça doit être le fait que vous êtes un être humain et on attend à votre... Il me dit non, parce qu'on remarque que on me dit que les droits de l'homme, c'est que lorsque tu attends les homosexuels, on me dit que les droits de l'homme, c'est lorsque tu fais ça. Il faut, à un moment donné, que cette communauté internationale de laquelle nous appelons puisse être sérieuse en nous disant exactement ce dont elle a besoin pour que le concert des nations avance. Merci. Je voudrais rassurer M. Ango qu'il a une posture politicienne. Il faudrait que chaque fois qu'il pose un postulat, qu'il n'oublie pas qu'il est dans une formation politique où les autres peuvent demain, quand on va dire demain que le MRC a appelé qu'on vienne envahir le pays, il va dire ce n'est pas ça que j'ai dit, peut-être que les gens l'auront mal compris. Nous avons des problèmes, on n'arrive pas à les gérer, et il a dit peut-être qu'en appelant le voisin, on peut prendre conscience du fait que alors, nous avons... Sam Séverin Ango, pour vous, la communauté internationale doit intervenir. Je crois que ça a été clairement dit, hein, rassurez-vous mon cher, et vous confirmez à travers votre dernière prise de parole ce que j'ai dit, mais je ne vous juge pas, chacun est libre d'avoir ses opinions. Beaucoup de duplicité, un discours velouté, diffus, on ne vous comprend pas mon cher Biko. Donc aujourd'hui le MRC dit clairement ce qu'il pense, et nous disons, nous allons activer les leviers de cette communauté internationale, parce que tout est coincé avec les discours comme les vôtres. Depuis le début on tourne en rond et les gens continuent de mourir, et je vois tout le monde ici banaliser le bilan. Vous pensez qu'on peut appeler l'intervention de ces gens-là véritablement parce que M. Ango a voulu être député dans l'envie là? Vous me réduisez à cela? Vous pensez que c'est un problème pour moi? J'aurais pu, d'ailleurs, vous savez avec quelle formation politique je devais aller aux élections au départ. Ils sont toujours sur les starting blocks. Donc c'est pas un problème de M. Ango stricto personnellement. Donc vous étiez au courant. Donc je vous dis donc aujourd'hui, si vous êtes dans un autre Cameroun, et nous aujourd'hui nous parlons de la réalité du Cameroun qui est coupé en deux. Au bas mot, aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas du tout des zones de droit au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons là-bas, moi j'ai des jeunes gens qui sont des jeunes gendarmes qu'on envoie là-bas depuis des mois. Nous avons des camarades et amis fonctionnaires qui se sont déplacés, qui ne travaillent plus là-bas. Ceux qui sont à Bamenda, ils sont à Up Station. C'est-à-dire que là-bas, il y a un minimum de sécurité. Même à l'intérieur de Bamenda, vous ne pouvez plus circuler. Limbe, Moutengene, Boya, partout, ce sont des zones infréquentables. Et vous continuez de dire qu'il n'y aura pas, avec beaucoup, j'allais dire, beaucoup d'emphase, il n'y aura pas de communauté internationale au Cameroun. Il n'y a pas de souci, mais réglons le problème. C'est tout ce qu'on demande, qu'on règle le problème en interne. Mais jusque-là, toutes les préconisations formulées par vous et votre équipe ne nous ont pas permis de sortir de cette crise-là. Vous dites qu'il faut mener la guerre de sécession, très bien. Et aujourd'hui, mais je pense que les gens qui meurent de toutes parts appartiennent vraiment à toutes les familles camerounaises aujourd'hui. Ceux qui se sont des déplacés, in fine aujourd'hui, il est question, peu importe la formule, casque bleu ou pas, je crois que toutes les organisations internationales ont appelé à ce que le régime de Yaoundé puisse lui-même régler le problème. Mais comme il n'a pas pu le faire, donc aujourd'hui, il me semble que on sera obligé de convoquer ces interventions. Vraiment, en 30 secondes, parce que vous aviez déjà eu votre dernière prise de parole. Sans la dernière question. Sans la dernière question. Sur cette dernière question. Oui, allez-y très rapidement. Non, je veux simplement dire en quelques mots ici qu'il y a une logique de perpétuation du conflit traduit par le radicalisme de certains qui vise précisément à déboucher sur cette finalité. C'est dangereux. Je crois qu'il faut préserver la souveraineté de l'État et il faut surtout que les uns et les autres soient sincères pour qu'on sorte définitivement de ce conflit. On ne fait pas partie, M. Biya, par la rue ou par l'emprunt des dispositifs. Souveraineté de l'État quand ça les arrange. Y a-t-il un agenda caché derrière cette crise du Mozo?
la vraie question. Bien, moi je crois que pour mettre tout le monde d'accord, il faut que nous sachions qu'il est question du Cameroun, qu'il est question de la patrie camerounaise. Il est question des intérêts supérieurs de la nation camerounaise. Et que le Cameroun, quelles que soient les conditions, et les Camerounais, quelles que soient leurs obédiences, doivent savoir que nous devons défendre notre patrie. Et nous avons la certitude absolue que les étrangers ne peuvent pas défendre nos intérêts mieux que nous-mêmes. Surtout quand ces étrangers, on peut pas mettre ça en perte et profit. Oui, allons-y. On a quand même découvert des armements dans une voiture appartenant à cette communauté internationale. Pourquoi vous voulez... Ça a été démenti par ONU Cameroun. Ça, c'est faux, ça. Ça, ce sont les élucubrations d'un membre du gouvernement. C'est faux. D'accord. Cher monsieur, c'est terminé. On ne peut pas laisser passer. Merci d'être venu pour le débrief. Le journal, c'est dans quelques minutes. On va se retrouver lundi pour une autre édition du débrief. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Le meilleur, c'est sur Canal International. Bien, bonsoir.